Parfois, ce n'est pas la destruction qui fait le plus mal, mais le silence qui lui succède. Certaines personnes ne pleurent pas lorsque leur monde s'écroule, elles se taisent simplement, et dans ce silence, elles construisent un refuge invisible au fond de leur esprit. Et c'est là, dans cet espace fait de souvenirs lointains, que certaines histoires recommencent. C'est l'histoire de Clara, une femme qui a survécu à une catastrophe naturelle, mais qui a longtemps cru être morte avec tout ce qu'elle aimait. Et si vous avez déjà senti que la douleur était si grande que seul le passé pouvait vous abriter, peut-être voudrez-vous rester avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, parce que ce qui est arrivé à Clara pourrait, d'une certaine manière, résonner en vous aussi. Clara avait 34 ans lorsque le sol a tremblé sous ses pieds. Ce fut rapide, brutal, et cela a laissé une marque que le temps semblait incapable d'effacer. Elle a survécu, c'est vrai, mais quelque chose en elle est resté enseveli sous les décombres. Les journaux ont parlé de tragédie, les experts d'une faille tectonique, mais pour Clara, ce fut simplement le jour où son monde s'est scindé en deux moitiés, avant et après. Avant, il y avait des couleurs, des odeurs et des rires. Après, seulement l'écho d'un souvenir qui s'obstinait à rester vivant. Depuis, Clara a vécu entre deux mondes, celui qui restait du présent et celui qui brillait encore, intact, dans son esprit. Les jours suivant la catastrophe, quand son corps ne souffrait plus mais que son esprit saignait encore, elle a commencé à percevoir quelque chose d'étrange. Parfois, quand elle fermait les yeux, c'était comme si la réalité se dissolvait. L'air froid de l'abri disparaissait, et à sa place surgissait l'odeur du café frais, le son lointain d'une vieille radio, et le tintement des couverts dans la cuisine de sa grand-mère. C'était là, dans la vieille maison aux rideaux de dentelle et aux fenêtres qui grinçaient sous le vent, qu'elle se sentait de nouveau en sécurité. Clara ne savait pas comment cela arrivait, c'est tout. Un clin d'œil, et elle n'était plus dans le présent. C'était comme si son esprit, tentant de la protéger, avait trouvé une échappatoire au cœur de ses souvenirs. Certains diraient que c'était une fantaisie, un déni de la douleur. Mais moi, qui ai entendu chaque fragment de cette histoire racontée à voix basse, entre pause et soupir, je sais que c'était bien plus que cela. C'était un refuge émotionnel, une forme de survie. Lorsque le corps ne peut plus avancer, l'esprit cherche où s'abriter. Et l'esprit de Clara a choisi le passé. Il a choisi l'enfance. Il a choisi le jardin avec son odeur de terre mouillée, la balançoire attachée au manguier, le son de la voix douce de sa grand-mère l'appelant pour le goûter. C'était là qu'elle respirait de nouveau. Les premiers jours, ce retour mental ressemblait à un rêve. Clara s'allongeait sur le lit de l'abri improvisé, et, avant de s'endormir, elle se laissait emporter. Là-bas, dans la maison de sa grand-mère, tout était identique. Le soleil traversait la fenêtre de la même manière. L'horloge murale marquait les mêmes heures paresseuses. Les fleurs du jardin, qu'elle aurait juré avoir oubliées, refleurissaient dans des détails d'une netteté saisissante, pétale après pétale. C'était comme regarder un film en couleurs vives, mais en sentant que le film l'observait aussi. À chaque visite mentale, la frontière entre le souvenir et la réalité s'amincissait. Et, peu à peu, Clara a commencé à préférer le monde qui n'existait qu'en elle. Les professionnels qui la suivaient appelaient cela une dissociation. Mais elle appelait cela un refuge. Et qui sommes-nous pour contester les noms que l'esprit choisit de donner à ses propres formes de guérison? Il y avait des jours où Clara y passait des heures, assise à la table en bois, écoutant sa grand-mère parler de choses simples, le prix des fruits, le temps qu'il fait, les voisins. Tout était inventé, bien sûr, créé par sa propre mémoire. Mais cela semblait si réel que même le bruit de la bouilloire arrivait à l'apaiser. Elle souriait, parfois, sans s'en rendre compte. Elle souriait au milieu d'un abri gris, entre des murs fissurés, comme si le monde était encore beau. Et c'est curieux d'y penser, de voir comment l'esprit humain, même blessé, trouve des moyens de se construire un abri au sein de la ruine. Clara ne délirait pas. Elle essayait de respirer. Lorsque la réalité devient insupportable, l'inconscient crée des brèches de lumière. Et à travers ces brèches, la vie s'obstine à rester. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela aussi, ce désir de retourner dans un lieu du passé, ne serait-ce qu'un instant, pour vous souvenir de qui vous étiez avant la douleur. Si c'est le cas, alors restez avec moi, car cette histoire raconte ce qui arrive lorsque le passé cesse d'être un refuge et commence à vous appeler en retour. La maison de sa grand-mère, dans ses souvenirs, n'était pas qu'un lieu. C'était un état d'esprit. Il y avait là une pureté que le temps n'avait jamais touchée. Dans son enfance, Clara croyait que le monde était fait de promesses. Sa grand-mère, avec ses mains tremblantes et son regard serein, semblait détenir les réponses à toutes les questions invisibles. Et, chose curieuse, même des années après sa mort, c'était cette même voix que Clara entendait dans les heures les plus sombres, une voix qui disait « Tu es encore là, ma fille. La vie est encore là. » Ces mots, répétés dans son esprit, fonctionnaient comme un mantra silencieux. Un lien fragile, mais ferme, entre hier et aujourd'hui. Mais ce qui commence comme un refuge peut devenir une prison. Et Clara, sans s'en rendre compte,
a commencé à se perdre dans les souvenirs qui la sauvaient. Plus elle y passait de temps, plus elle s'éloignait du présent. Les gens autour d'elle tentaient de l'atteindre, en appelant son nom, en lui demandant de revenir. Mais comment revenir, lorsque le passé semblait si plus accueillant? Elle ne voulait pas ouvrir les yeux. Elle ne voulait pas voir les ruines. Elle voulait rester à la table de la cuisine, à écouter le crépitement du feu dans le poêle à bois. Là-bas, le temps ne coulait pas. Là-bas, rien n'avait été détruit. Et c'est à ce moment de l'histoire que j'ai perçu quelque chose de profondément humain, l'esprit, pour guérir, doit parfois se tromper lui-même. Clara ne fuyait pas la réalité par lâcheté, mais par nécessité. Elle avait besoin de croire qu'il existait encore un endroit où l'amour demeurait intact. Et cet endroit existait, même s'il n'était qu'en elle. Pourtant, quelque chose a commencé à changer. Un jour, lors d'une de ses voyages mentaux, Clara a remarqué un détail qui n'y avait jamais été auparavant. Une fissure dans le carreau de la cuisine. Petite, presque invisible. Au début, elle a tenté de l'ignorer. Mais les jours passant, la fissure s'est agrandie. Les couleurs ont commencé à pâlir. Et pour la première fois, Clara a eu peur, non pas de la catastrophe qui l'avait détruite, mais de la possibilité de perdre aussi le seul refuge qui lui restait. Ce fut le moment où le refuge a commencé à se transformer en miroir. L'esprit, qui jusqu'alors la protégeait, a commencé à lui montrer ce qu'elle devait encore affronter. Les souvenirs, autrefois doux et intacts, ont commencé à se défaire, révélant les douleurs qui avaient été cachées sous des couches d'affection. Et c'est ici que la véritable histoire de Clara commence, non dans la fuite, mais dans la lente et douloureuse tentative de revenir. Car revenir à la réalité, après être resté si longtemps loin, demande plus de courage que de la fuir. Et peut-être, tandis que vous écoutez cette histoire, vous vous posez la même question que beaucoup se sont posées. Est-ce que je me suis trop réfugié en un lieu en moi-même? Si c'est le cas, restez jusqu'au bout. Car la manière dont Clara a trouvé la force de traverser cette brume pourrait, d'une certaine façon, faire naître quelque chose en vous aussi. La fissure dans le carreau de la cuisine n'était pas qu'un détail, c'était un signal. Petit, discret, mais tenace. Au début, Clara a tenté de l'ignorer, comme si ce n'était qu'une faille de sa mémoire, une erreur dans la projection de son esprit. Mais plus elle retournait dans cette maison imaginaire, plus la fissure s'élargissait. Les fleurs du jardin ont commencé à perdre leur éclat. Le soleil semblait mettre plus de temps à traverser les rideaux, et la vieille radio, qui jouait autrefois des mélodies douces, ne produisait plus que des grésillements indéchiffrables. C'était comme si quelque chose en elle essayait de dire « Il est temps de revenir ». Mais revenir, où? Dans les ruines. Dans l'abri glacial. Dans ce monde qui ne savait plus la reconnaître. Clara résistait. Elle s'obstinait à rester dans cet univers qui, bien qu'il pâlisse, lui donnait encore un sentiment d'appartenance. Elle balayait le sol de la cuisine de ses mains tremblantes, passait ses doigts sur le bord des tasses, comme si elle pouvait recoller les morceaux du souvenir et empêcher le temps, ce même temps qu'elle avait tenté de figer, de continuer à s'effondrer. C'est alors qu'elle a entendu la voix. La voix de sa grand-mère, toujours si douce, semblait maintenant plus grave, plus lointaine, plus réelle. « Clara », a dit la voix, « tu dois ouvrir les yeux. » Elle s'est arrêtée, confuse. Sa grand-mère ne disait jamais cela. Dans ce monde mental, les conversations tournaient toujours autour des mêmes choses, le café, les fleurs, l'enfance. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'intonation. C'était comme si le souvenir lui-même prenait conscience, comme si la maison, le jardin, la voix de sa grand-mère, tout était uni dans un effort silencieux pour la faire se réveiller. Et alors, pour la première fois, Clara a pleuré dans son souvenir. De vraies larmes, chaudes, qu'elle sentait couler sur son visage et qui, d'une certaine manière, coulaient aussi sur son corps réel. Les frontières entre le dedans et le dehors, entre l'imaginaire et le présent, ont commencé à se rompre. Ce fut un sanglot retenu pendant des semaines, peut-être des mois. Un sanglot mêlé de soulagement, de peur et de nostalgie. Et, à cet instant, quelque chose s'est brisé. La maison a tremblé. La radio s'est tue. L'horloge murale s'est figée. De l'autre côté, dans l'abri, dans le monde physique, on a vu Clara se recroqueviller, les yeux serrés, murmurant le nom de sa grand-mère. Et je me souviens du moment où elle me l'a raconté pour la première fois, la voix encore tremblante, disant qu'à cet instant précis, elle avait senti comme si les deux versions d'elle-même se rencontraient. « J'ai vu mon propre visage reflété dans la fenêtre », a-t-elle dit, « mais c'était mon visage d'aujourd'hui, pas celui de mon enfance. » C'est ainsi que Clara a commencé à percevoir que le refuge n'était plus un lieu sûr. La maison qui l'avait accueillie pouvait aussi s'effondrer. Et ce qui s'effondrait, ce n'était pas le souvenir, c'était elle-même. Son esprit, dans son mouvement silencieux, commençait à lui rendre le poids de la réalité. Et, aussi douloureux que cela fut, c'était exactement ce qui devait arriver. Les jours suivants,
Clara a tenté de s'accrocher à cette maison comme on s'accroche au bord d'un rêve sur le point de se terminer. Mais le rêve s'effondrait. Les couleurs sont devenues grises, les sons se sont mis à résonner avec d'étranges distorsions, et le visage de sa grand-mère, autrefois si net, a commencé à se dissoudre en lumière et en ombre. « Pourquoi me quittes-tu » a demandé Clara, en larmes, mais aucune réponse ne vint. Seul le bruit du vent, sifflant troue les fentes de la fenêtre, comme si l'air lui-même lui disait adieu. À partir de là, ses voyages mentaux sont devenus différents. Ils n'étaient plus doux, ni réconfortants. Ils étaient fragmentés, confus. Parfois, elle voyait le jardin couvert de brume. D'autres fois, la maison disparaissait complètement, ne laissant que la balançoire solitaire, grinçant sous le vent. C'est sur ce seuil, entre le rêve et le réel, que Clara a commencé à comprendre quelque chose d'essentiel. Le refuge mental qu'il avait sauvé pouvait aussi l'emprisonner. Et, d'une certaine façon, elle devait apprendre à traverser cette frontière. Mais la peur était toujours grande, car le retour à la réalité signifiait affronter ce que la catastrophe avait laissé derrière elle. Des gens, des lieux, des affections, tout s'était transformé en absence. Et il n'y a ni thérapie, ni technique, ni réconfort qui puisse rendre simple les retrouvailles avec le vide. Clara ne le savait pas encore, mais elle était sur le point de vivre le second effondrement, non pas celui de la terre, mais celui de l'esprit. La nuit où cela arriva, il pleuvait. Et tandis que le son de l'orage se mêlait à celui de ses propres pensées, Clara est retournée une fois de plus dans la maison de sa grand-mère. Seulement, cette fois, rien ne semblait accueillant. Les fenêtres claquaient avec force, le feu s'était éteint, et le sol tremblait légèrement sous ses pieds. Elle a marché lentement, appelant sa grand-mère, mais personne n'a répondu. Seule l'horloge murale, qui s'était remise à fonctionner, marquait le temps avec des battements lents et lourds. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'horloge indiquait exactement l'heure où le vrai séisme avait commencé. Le souvenir et le traumatisme se sont superposés. La maison a tremblé, les tableaux sont tombés des murs, et Clara, désormais adulte au sein de sa propre mémoire, revivait, symboliquement, le même chaos qui l'avait détruite dans le monde réel. Mais cette fois, elle n'a pas tenté de fuir. Au lieu de cela, elle s'est agenouillée sur le sol, a fermé les yeux et, pour la première fois depuis la catastrophe, a laissé la peur la traverser. C'était cela que le refuge tentait de lui apprendre. Il n'y a de salut que dans l'affrontement. Et c'est curieux comme l'esprit humain travaille. Il crée des mondes entiers pour nous protéger, mais, à un moment donné, nous oblige à confronter ce que nous évitons. C'est un pacte silencieux, celui que Clara a commencé à percevoir cette nuit-là. Car tandis que les murs s'effondraient autour d'elle, quelque chose en elle a finalement cédé. La fierté de celle qui voulait paraître forte, le déguisement de celle qui feignait d'aller bien. Au milieu du chaos mental, Clara a pleuré de nouveau, mais cette fois différemment. Ce n'était pas du désespoir, c'était un abandon. Quand elle a rouvert les yeux, elle était toujours dans le souvenir, mais le décor avait changé. La maison était maintenant vide. Il n'y avait plus de grand-mère, plus de feu, plus de fleurs. Seulement du silence et de la poussière. Et au centre de la table, une tasse brisée en deux. Clara s'est approchée, a passé son doigt sur le bord fissuré, et a compris ce que cela signifiait. La maison avait été le miroir de sa propre âme, un lieu d'affection qui, après le traumatisme, avait dû se briser pour que quelque chose de nouveau puisse naître. De l'autre côté, dans l'abri, les infirmiers l'ont trouvé éveillé, le regard lointain, mais serein. Et je me souviens de la façon dont elle a décrit cette sensation. C'était comme si j'étais revenu, mais que j'avais laissé une partie de moi là-bas, dans cette maison. Et cela m'était égal. Parce que je sais maintenant qu'elle sera toujours là, même si ce n'est qu'en moi. Et peut-être, si vous avez déjà dû laisser derrière vous un lieu, une personne ou une version de vous-même, comprenez-vous ce que Clara a ressenti. Cette douleur silencieuse de celle qui doit avancer, même lorsque tout en elle crie de rester. Si vous le sentez, restez avec moi. Car la prochaine partie de cette histoire montre ce qui arrive lorsque Clara décide enfin de reconstruire, non pas la maison, non pas le passé, mais sa propre vie. Clara s'est réveillée ce matin-là avec la sensation d'avoir traversé un long hiver. Elle ne savait pas exactement combien de temps s'était écoulé depuis le jour où elle était revenue. Tout autour d'elle semblait encore enveloppé de brume, comme si la réalité avait peur de se montrer complètement. Mais quelque chose, en elle, avait changé. Ce n'était pas de l'espoir, pas encore, mais une sorte de conscience silencieuse, une certitude que, aussi douloureux que cela fut, le seul chemin possible désormais était d'aller de l'avant. Ses mains tremblaient encore, son corps réagissait encore au moindre bruit, mais son esprit, ce même esprit qu'il avait si longtemps emprisonné dans ses souvenirs, commençait à s'ouvrir à nouveau. Ce fut une infirmière qui l'a remarqué la première. Clara ne pleurait plus dans son sommeil. Il y avait, dans son regard, quelque chose de nouveau, quelque chose qui semblait tenter de retrouver le monde. Et je me souviens bien quand elle a raconté que, pour la première fois,
elle avait entendu le son réel de la pluie dehors et l'avait trouvé beau. C'était un son qui autrefois l'effrayait, qui lui rappelait le bruit des effondrements, des cris, du chaos. Mais, ce jour-là, cela lui a semblé être une musique. Elle a commencé à s'autoriser de petites choses. Se promener dans l'abri, observer les autres, écouter des conversations qui auparavant la mettaient mal à l'aise. Parfois, elle se perdait encore, son esprit vagabondait, cherchait refuge, mais ce n'était plus la même fuite. C'était plutôt comme un souvenir qui venait et repartait, sans la dominer. « Je crois que la maison vit en moi maintenant, mais elle ne me retient plus », a-t-elle dit un jour, regardant par la fenêtre, en tenant une tasse de thé que le thérapeute lui avait apportée. Le processus de reconstruction n'est pas une ligne droite, et celui de Clara ne le fut pas non plus. Il y eut des rechutes. Il y eut des jours où elle se réveillait sans savoir qui elle était, sans se souvenir où elle était. Des jours où l'odeur de terre mouillée la faisait pleurer. Mais il y avait aussi des jours de petites victoires, et c'est curieux comme l'être humain apprend à reconnaître la beauté dans les choses les plus infimes quand tout ce qu'il avait lui a été enlevé. Un geste de quelqu'un qui lui offrait de la nourriture, le son lointain d'un enfant qui rit, la sensation du soleil sur sa peau froide. Tout cela est devenu nouveau, comme si elle était née à nouveau avec une sensibilité différente, plus aiguë, plus réelle. Clara a commencé à écrire. Au début, c'était des phrases éparses, des notes sur des feuilles froissées, des mots qu'elle disait ne pas être les siens, mais ceux de la voix de sa grand-mère, qui l'accompagnait encore en silence. « Aujourd'hui, j'ai réussi à me lever sans peur », notait-elle. Ou « Le manque de l'odeur du café m'a fait du bien ». Écrire, pour elle, était comme recoudre les fragments d'un tissu déchiré. Chaque mot était un point de retour au réel. Et en écrivant, les souvenirs du refuge se transformaient. La maison de sa grand-mère, autrefois si vivace, n'apparaissait plus qu'en flash, comme une vieille photographie que le temps commence à estomper, et cela lui était égal. Clara n'en avait plus besoin de la même manière. Mais l'esprit humain, même en convalescence, aime tester ses limites. Un certain après-midi, lors d'une session de conversation, Clara a parlé de la culpabilité. Elle a dit se sentir égoïste d'avoir survécu. « D'autres ont tout perdu », a-t-elle murmuré. « Et moi, je suis encore là, à essayer de me souvenir qui je suis. » C'était cette culpabilité qui, pendant si longtemps, avait nourri son refuge. Fuir était, d'une certaine façon, sa manière de se punir. Quand le thérapeute lui a demandé ce que sa grand-mère lui dirait si elle était là, Clara a fermé les yeux et sourit. « Elle dirait que vivre est aussi une forme de courage », a-t-elle répondu. Ce fut la première fois où j'ai vu Clara prononcer le mot « courage » avec conviction. Jusque-là, elle l'évitait, comme si c'était un terme distant, réservé à d'autres. Mais ce jour-là, le mot a pris résidence. Et peut-être comprenez-vous ce que cela signifie, cet instant où, après avoir été blessé si longtemps, on perçoit que le simple fait de continuer est, en soi, un acte héroïque. Si c'est le cas, restez avec moi. Car la force de Clara allait encore grandir, et ce qui suit montre le pouvoir de quelque chose que peu remarquent, la rencontre avec l'autre. La rencontre ne fut pas immédiate. Clara ne savait plus comment interagir. Dans l'abri, chacun avait sa propre histoire de perte, et la douleur partagée créait une sorte de respect silencieux entre eux. Pourtant, elle avait peur de se rapprocher. Jusqu'à ce que, un soir, un enfant vienne s'asseoir à ses côtés, lui offrant une fleur froissée qu'il avait trouvée parmi les décombres. Clara l'a acceptée sans un mot, et l'enfant a souri, avant de courir rejoindre le groupe. Ce fut un geste simple, mais profondément symbolique, car c'est à cet instant qu'elle a compris qu'elle pouvait à nouveau recevoir quelque chose de beau. Cette nuit-là, Clara a rêvé de sa grand-mère pour la dernière fois. Mais le rêve était différent. La maison était en paix, intacte, et sa grand-mère cousait quelque chose près de la fenêtre. Quand Clara s'est approchée, elle a vu qu'elle cousait des morceaux de tissu colorés, comme si elle reconstruisait une vieille courte pointe. « C'est pour toi », a demandé Clara. Sa grand-mère a souri et a répondu « Non, c'est avec toi ». Puis elle a disparu. À son réveil, Clara a compris ce que le rêve tentait de lui dire. Le processus de reconstruction n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous faisons avec le temps. La douleur ne disparaît pas, mais elle change de forme. Et ce qui était autrefois un souvenir intouchable devient une partie de ce que nous sommes. Elle n'avait pas besoin d'effacer le passé, seulement d'apprendre à vivre avec lui. Les jours passant, elle a commencé à aider d'autres survivants. De petits gestes, distribuer des couvertures, préparer du café, écouter des histoires. En chaque personne qu'elle écoutait, elle trouvait un reflet différent de sa propre douleur. Et c'est dans ce miroitement qu'elle a commencé à comprendre quelque chose d'essentiel. La guérison n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective. Aider les autres, c'est comme prendre soin de la maison de mon esprit, a-t-elle dit un jour, en souriant. Et j'ai parfaitement compris ce qu'elle voulait dire. Les yeux de Clara ont commencé à changer.
Non pas leur éclat, car l'éclat était encore timide, mais leur focus. Avant, elle regardait le sol. Maintenant, elle regardait l'horizon. Et cela, en termes de rétablissement, est immense. Son corps restait fragile, sa mémoire trébuchait encore, mais il y avait un nouveau type d'énergie qui la soutenait, celle qui naît lorsque la douleur cesse d'être le centre de l'existence et commence à se transformer en signification. Il y eut un jour, en particulier, qui marqua le début définitif de la nouvelle phase. L'abri a organisé une sortie collective jusqu'au lieu où les maisons avaient été détruites. Beaucoup avaient encore peur d'y retourner. Clara a hésité, mais a décidé d'y aller. Le chemin était le même, mais semblait autre, comme si la route savait qu'elle venait différente. En arrivant, elle n'a vu que des ruines recouvertes de végétation. Les marques de la catastrophe étaient toujours là, mais ce n'étaient plus des blessures ouvertes. C'étaient des cicatrices, et les cicatrices, même visibles, sont aussi des signes de guérison. Clara a marché parmi les décombres, jusqu'à l'endroit où se trouvait autrefois sa maison. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas agenouillée. Elle est juste restée là, à observer. Elle a senti le vent lui frapper le visage, le même vent qui un jour avait apporté la destruction et qui maintenant n'apportait que de l'air. Et dans ce silence, elle a compris que la fin n'est pas l'opposé du commencement, elle en fait partie. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela aussi, cet instant où, après tout, le monde semble vous regarder en retour et vous demander « Et maintenant, que vas-tu faire de ce qui reste ?» Si vous l'avez senti, restez avec moi. Car ce que Clara a fait ensuite est ce qui, en vérité, a donné un sens à tout. Quand Clara est revenue à l'abri après cette visite aux ruines, une sérénité étrange habitait son visage. Ce n'était pas de la joie, ni de la tristesse, mais quelque chose entre les deux, comme un équilibre atteint après avoir longtemps lutté contre le courant. Le silence ne la dérangeait plus. Au contraire, c'était en lui qu'elle trouvait désormais l'espace pour respirer. Et j'ai perçu, à cet instant, que Clara cessait enfin d'être une survivante pour devenir quelque chose de plus, un témoin de sa propre reconstruction. Les jours suivants, elle a commencé à participer aux réunions de groupe, chose qu'elle évitait auparavant. Elle s'asseyait au fond, écoutait les histoires des autres, et peu à peu, quand elle se sentait prête, racontait aussi la sienne. Elle ne parlait pas de la catastrophe de manière tragique, elle en parlait comme on décrit un chemin inévitable. « C'est ce qui m'a amené jusqu'ici », disait-elle, et dans ces mots, il y avait une force que seuls ceux qui ont traversé le chaos peuvent comprendre. Et peut-être avez-vous, vous aussi, vécu quelque chose qui vous a fait perdre pied et malgré tout, avez trouvé un moyen d'avancer. Si c'est le cas, restez avec moi. Car ce qui vient maintenant parle de cela. Avancez, même quand cela fait encore mal. Un certain matin, Clara s'est réveillée avant l'aube. L'abri dormait. L'air était froid, et une légère odeur de terre humide envahissait le couloir. Elle a chaussé ses souliers, est sortie doucement, et a marché jusqu'à la cour. Le ciel n'était encore qu'une ombre, mais à l'horizon, des traits de lumière apparaissaient déjà. C'est là, à cet instant simple, qu'elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la gratitude. Non pas d'avoir survécu, mais de pouvoir encore sentir. La douleur n'avait pas disparu, elle s'était simplement transformée en une compagne silencieuse, qui lui rappelait chaque jour à quel point elle était humaine. Ce qui est arrivé ensuite ne fut pas un miracle. Ce fut du quotidien, et c'est pour cela même que c'était si profond. Clara a commencé à aider à la reconstruction physique du village. D'abord, comme bénévole, portant des cartons, nettoyant les gravats, plantant des jeunes pousses. Puis, en organisant des groupes, en apprenant à d'autres à écrire ce qu'ils ressentaient. Si on le met dehors, la douleur ne pourrit pas à l'intérieur, disait-elle. Les gens écoutaient. Et peu à peu, ils se sont ouverts aussi. C'était comme si le courage d'une seule personne allumait une série de petites lumières chez les autres. Le passé revenait encore, parfois. La nuit, surtout. Le bruit du vent frappant contre les fenêtres la faisait encore fermer les yeux une seconde, essayant de se souvenir si c'était réel. Mais maintenant, quand les souvenirs venaient, elle ne luttait pas contre eux. Elle les laissait venir, montrer ce qu'ils avaient à montrer, et puis, simplement, les laisser repartir. C'est un apprentissage difficile, celui de permettre au passé d'être présent sans qu'il domine le présent. Mais Clara, peu à peu, l'a appris. Et c'est dans ce processus qu'elle s'est remise à rêver. Non pas à sa grand-mère, non pas à la vieille maison, mais à l'avenir. Une certaine nuit, elle a rêvé qu'elle marchait dans un champ ouvert, sans murs, sans frontières. Le ciel était immense, le vent doux, et à l'horizon, il y avait un arbre qu'elle n'avait jamais vu auparavant. À son réveil, elle a senti un besoin inexplicable de planter quelque chose. Elle a cherché des graines, trouvé quelques jeunes pousses d'arbres indigènes et a décidé de s'en occuper. C'est peut-être juste une manière de me rappeler que je peux encore créer de la vie, a-t-elle dit. Et elle a planté. Les jours ont passé, et les pousses ont commencé à grandir.
Au début, timide, fragile, mais résistante. Clara les arrosait tous les jours, même quand il pleuvait. « Je crois que c'est mon rituel », a-t-elle commenté. Et en s'occupant de ces arbres, elle a réalisé que, d'une certaine façon, elle prenait aussi soin d'elle-même. À chaque nouvelle feuille qui germait, quelque chose en elle se renforçait. Et j'ai pensé, il existe une sagesse qui n'est uniquement de la perte, celle qui enseigne à valoriser ce qui fleurit après le chaos. Avec le temps, Clara a commencé à donner de brèves conférences pour des groupes de soutien dans d'autres villes. Elle parlait calmement, sans dramatisation, juste avec vérité. « La douleur m'a appris à écouter », disait-elle. Et quand on apprend à écouter, on comprend que chacun porte ses séismes en soi. Ces mots touchaient les gens profondément, non parce qu'ils étaient répétés, mais parce qu'ils venaient d'un lieu authentique. Et peut-être, en écoutant cette histoire, le ressentez-vous aussi, cette reconnaissance silencieuse que, oui, nous avons tous nos propres abîmes. Mais c'est dans ce que nous faisons après eux que réside le sens. Une fois, un journaliste l'a contacté. Il voulait écrire un article sur « La femme qui a transformé son traumatisme en force ». Clara a accepté de parler, mais a tenu à corriger le titre. « Je n'ai pas transformé la douleur en force », a-t-elle dit. « J'ai simplement appris à marcher avec elle. » Cette phrase, simple et honnête, a résumé tout ce qu'elle était devenue. La force de Clara ne venait pas d'une overcoming miraculeuse, mais d'une acceptation patiente. Et cela, peut-être, est ce qui nous manque le plus, le courage d'accepter que certaines douleurs ne disparaissent pas, mais deviennent une partie de ce qui nous soutient. Le retour à la vie s'est fait par couches. D'abord, le travail bénévole. Puis, l'écriture. Et enfin, quelque chose que Clara croyait ne plus jamais pouvoir ressentir, l'amour. Elle a rencontré quelqu'un qui avait aussi tout perdu dans la même catastrophe. Au début, ils parlaient peu, ils échangeaient seulement des silences réconfortants. Mais avec le temps, ces silences ont commencé à se remplir de gestes, de regards, de petites promesses sans mots. Et quand il a pris sa main pour la première fois, Clara a ressenti quelque chose qu'elle croyait impossible, la paix. Elle n'aimait pas comme avant, non pas avec la hâte ou la naïveté de la jeunesse, mais avec la sérénité de celle qui connaît la valeur de ce qui peut être perdu. « J'ai appris qu'aimer, ce n'est pas retenir, c'est permettre à l'autre de s'épanouir aussi », a-t-elle confié un jour. Et il y avait quelque chose de mûr et de beau dans cette pensée. L'amour, pour Clara, n'était plus le refuge d'où fuir le monde, mais le lieu pour apprendre à y rester. Un jour, des mois plus tard, elle est retournée à l'endroit où elle avait planté les arbres. Ils étaient maintenant plus grands, fermes. Le vent passait trop les feuilles, et le son ressemblait à un chuchotement. Clara a fermé les yeux, et un instant, a senti le même parfum que dans le jardin de sa grand-mère. Elle a souri. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la gratitude. Le souvenir, maintenant, ne faisait plus mal. Il n'était qu'une partie d'elle, comme une racine invisible soutenant de nouvelles ramures. C'est alors qu'elle a fait quelque chose de symbolique. Elle a pris un petit morceau de carrelage qu'elle avait gardé, celui qui restait de l'ancienne maison, et l'a placé dans la terre, au pied du plus grand arbre. Pour qu'elle n'oublie jamais d'où elle vient, a-t-elle dit, tout bas. Et dans ce geste simple, il y avait tout, l'acceptation, la mémoire, la continuité. La douleur qui autrefois l'emprisonnait était devenue un souvenir transformé en engrais. Et c'est à ce moment que l'histoire de Clara cesse d'être seulement une histoire de perte. Car, au fond, ce qu'elle a découvert est quelque chose que nous devons tous, tôt ou tard, comprendre. La vie ne redevient jamais comme avant, elle se réinvente. Les ruines ne disparaissent pas, mais elles peuvent devenir des fondations. Et les cicatrices, aussi visibles soient-elles, sont aussi des marques de résistance. Peut-être êtes-vous aussi à un moment similaire, en train d'essayer de comprendre quoi faire de ce qui reste. Peut-être êtes-vous encore au milieu de l'obscurité, cherchant un sens dans les fissures. Si c'est le cas, restez avec moi. Car dans la dernière partie de cette histoire, vous verrez comment Clara trouve, enfin, l'équilibre entre se souvenir et vivre, entre ce qui fut et ce qui peut encore être. Avec le temps, Clara a appris que la vie ne se reconstruit pas d'un seul coup. Elle se recompose par morceaux, par couches invisibles, par des silences qui se transforment en mots. Et c'est dans ce processus silencieux qu'elle a commencé à percevoir quelque chose d'essentiel. Elle n'était plus la même personne qui avait survécu à la catastrophe, elle était quelqu'un de nouveau, né des cendres et des souvenirs, façonné par la douleur et la patience. Le passé vivait toujours en elle, mais ne dictait plus ses pas. Maintenant, c'était elle qui conduisait sa propre histoire. Les arbres qu'elle avait plantés avaient grandi. Leurs racines s'entrelaçaient avec le sol où il y avait eu autrefois de la destruction. Et quand le vent soufflait, il produisait un son qui semblait être la respiration d'une terre en paix. Clara aimait se promener parmi eux à l'aube, sentant le froid léger de la rosée et l'odeur humide de l'espoir. Dans ces marches solitaires, elle se parlait à elle-même, non pour fuir la réalité, mais pour réaffirmer sa présence en elle.
Je suis ici, murmurait-elle, encore ici. C'est lors d'une de ces matinées qu'elle a décidé d'écrire la dernière page du carnet qu'elle avait commencé dans l'abri. Les feuilles étaient jaunies, certaines tachées par les larmes des premiers mois. Sur la couverture, elle avait écrit d'une écriture tremblante « La fuite qui m'a fait revenir ». C'était un titre simple, mais vrai, car, au fond, c'est ce qu'avait fait son esprit, il avait fui juste assez pour lui donner le souffle nécessaire pour revenir. Elle comprenait maintenant que le refuge mental n'avait pas été une faiblesse, mais un instinct de survie. « Mon esprit ne m'a pas trahi », a-t-elle écrit. « Il m'a protégé jusqu'à ce que je sois prête à revenir. » Cette compréhension a tout transformé. Clara s'est mise à regarder son histoire non comme une suite de tragédies, mais comme une ligne d'apprentissage. Le traumatisme avait laissé des marques, oui, des cauchemars occasionnels, des trous de mémoire, des peurs qui surgissaient les jours nuageux. Mais maintenant, chacun de ces symptômes était un rappel qu'elle était humaine, vivante et en reconstruction constante. Et comprendre cela fut ce qui, enfin, lui a apporté la paix. Avec le temps, elle a déménagé. Elle a quitté l'abri pour aller vivre dans une petite maison près des montagnes. Elle n'était pas grande, ni luxueuse, mais elle avait de larges fenêtres et un jardin où le soleil s'attardait. Sur les murs, elle a accroché des dessins faits par des enfants du village, des sourires colorés, des arbres, des maisons, des cœurs. L'un d'eux, son préféré, montrait une femme plantant des fleurs au milieu d'une ville détruite. « Cela me ressemble », disait-elle en souriant. Sa routine est devenue simple, s'occuper des plantes, écrire, écouter la vieille radio qu'elle avait récupérée dans un dépôt de dons. Parfois, le grésillement de la fréquence lui rappelait la vieille radio de sa grand-mère. À ces moments, elle fermait les yeux et pouvait presque entendre la voix qui, un jour, l'avait guidée dans les ténèbres. « Tu es encore là, ma fille. La vie est encore là. » Et elle y était. Les souvenirs de sa grand-mère revenaient maintenant autrement, non plus comme une fuite, mais comme une compagnie. Clara ne les contrôlait pas, elle les accueillait simplement quand ils venaient. Parfois, en arrosant les plantes, elle sentait la même odeur de café qui autrefois la transportait dans le passé. Seulement, maintenant, l'odeur ne l'arrachait plus au présent, elle l'enrichissait seulement. Le passé, enfin, était devenu un lieu de repos, non d'exil. C'est dans cette phase que Clara a commencé à écrire pour d'autres personnes. Ses lettres, simples et directes, parlaient du processus de se retrouver après la douleur. Elle les publiait sur un petit blog, sans prétention, juste pour partager ce qu'elle avait appris. « N'attendez pas que la douleur s'en aille pour vivre », a-t-elle écrit dans l'une d'elles. « Apprenez à vivre avec elle à vos côtés, jusqu'au jour où vous réaliserez qu'elle ne vous conduit plus, mais vous accompagne seulement. » Les messages ont commencé à se répandre. Des gens de lieux différents lui écrivaient en retour, disant que ces mots les avaient aidés. Clara lisait chaque réponse avec le même soin que l'on accorde à quelque chose de fragile et de précieux. Une certaine nuit, en relisant les premières pages de son carnet, elle est tombée sur une phrase qu'elle avait écrite pendant ses jours les plus sombres. « Peut-être que je ne reviendrai jamais. » Elle a souri, et pour la première fois, n'a pas été triste en s'en souvenant. Car elle savait que, d'une certaine manière, cette version d'elle-même n'était vraiment jamais revenue, elle était restée dans le passé, avec la peur. La femme qui tenait maintenant le carnet était une autre, façonnée par les fissures, les pauses, les silences. C'était quelqu'un qui avait appris à se réinventer. Et c'est curieux comme l'esprit humain, quand il se permet enfin de se reposer, transforme la souffrance en sagesse. Clara ne se voyait pas comme une inspiration, mais comme un exemple banal de ce dont le temps est capable quand on n'abandonne pas. « La vie ne m'a pas rendu ce que j'avais perdu », disait-elle, mais elle m'a donné la chance de créer quelque chose de nouveau. À l'anniversaire de la catastrophe, un de ces jours où l'air semble lourd, chargé de mémoire, Clara a organisé quelque chose de différent. Elle a rassemblé les gens du village dans le champ des arbres qu'elle avait planté. Elle a apporté de petits rubans colorés et a demandé à chacun d'en attacher un à une branche, représentant quelque chose qu'il avait appris depuis ce jour. Certains ont pleuré, d'autres ont ri, d'autres sont restés silencieux. Quand le vent s'est levé, les rubans se sont mis à danser, mêlant couleurs et sons. Et Clara, en les observant, a compris que c'était là la véritable signification de la reconstruction, le mouvement collectif de la vie qui continue, même lorsqu'elle porte des cicatrices. Plus tard, en prenant congé des gens, une femme s'est approchée et lui a demandé comment elle avait réussi à continuer. Clara a réfléchi un moment, regardé l'horizon rougi par le coucher du soleil, et a répondu « J'ai arrêté d'essayer d'oublier. » Juste cela. Puis elle est partie avec un sourire léger, le sourire de celle qui comprend enfin que vivre n'est pas effacer ce qui est arrivé, mais transformer ce qui est resté. Les arbres ont grandi encore dans les années suivantes. Et, parmi eux, il y en avait un qui attirait plus l'attention, le premier que Clara avait planté. Il était grand, ferme, ses racines semblaient retenir le sol. À son ombre, un petit banc en bois. C'est là que Clara aimait s'asseoir et écrire.
Le son du vent passant through les feuilles ressemblait à un hymne silencieux de gratitude. Parfois, elle regardait le morceau de carrelage qu'elle avait laissé dans la terre et pensait « Là d'où vinrent les ruines, des racines ont poussé ». C'était la phrase qu'elle se répétait chaque fois que la peur menaçait de revenir. Car la peur ne disparaît jamais vraiment, elle apprend juste à se tenir tranquille. Mais, maintenant, Clara savait comment la gérer. Elle savait que chaque souvenir, chaque perte, chaque silence contenait aussi un fragment de beauté. Et peut-être, en écoutant la fin de cette histoire, percevez-vous qu'il y a un peu de Clara en chacun de nous. Nous portons tous des mémoires qui nous servent de refuge. Nous nous sommes tous abrités dans des recoins de notre esprit quand le monde réel est devenu trop lourd. Mais, à un moment donné, nous devons faire comme elle, ouvrir les yeux, regarder les fissures, et comprendre qu'en elles aussi habite la lumière. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si à un moment vous vous y êtes reconnu, peut-être vaut-il la peine de rester un peu plus. Partagez ce sentiment avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, c'est ainsi que les histoires continuent lorsqu'elles passent d'une voix à une autre. Et si vous voulez suivre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires de nouveaux départs, d'esprits qui guérissent lentement, mais qui guérissent, alors restez dans les parages. Car il y a encore beaucoup à raconter, et peut-être, au fond, la prochaine histoire sera aussi un peu la vôtre. Et c'est ainsi que Clara, la femme qui s'était un jour réfugiée dans ses propres souvenirs, a retrouvé le chemin de la réalité, non pas en oubliant, mais en comprenant. La fuite mentale qui l'avait sauvée fut, en vérité, le premier pas d'un retour. Et quand elle a fermé son carnet pour la dernière fois, avec les arbres qui chuchotaient dehors et le monde entier qui respirait avec elle, elle a enfin compris ce que sa grand-mère avait voulu dire. La vie est encore ici. Elle l'a toujours été.